Bonjour et bienvenue sur la chaîne Zone Bourse. Alors l'autre sujet quand on s'arrête de parler du Covid, c'est bien sûr les élections américaines, même si les deux ont été très entremêlés dernièrement. Et tous les 4 ans en bourse, c'est la même chose, les investisseurs se demandent qui va gagner et quel impact ça aura sur les marchés boursiers. Et historiquement, moi j'ai toujours entendu, oui, les républicains sont plus favorables à l'économie, ils sont plus favorables aux entreprises, ils baissent les impôts, ils vont faire des lois plus libérales, là où les démocrates, eux, vont plutôt augmenter les impôts pour faire plus de social. Mais bon, ça c'était un peu l'ancienne époque, on sait maintenant avec le nombre d'études qui sont sorties que la réalité elle est bien différente, vous pouvez vraiment trouver des dizaines d'études sur le sujet. Les années rouges, donc républicaines, ne sont en fait pas meilleures que les années bleues des démocrates. Ce qui est sympa, c'est qu'on peut trouver les mêmes données, mais présentées de toutes les manières possibles, puisque tout le monde en parle depuis quelques semaines. Alors ce premier graphique, il vient d'Emotional Funds, mais on a aussi celui de Fidelity ou bien celui de Vanguard. Et si on prend les calculs de Vanguard, justement, les actions ont eu une performance de 8,2% sous les présidences républicaines et de 8,4% sous les présidences démocrates. Donc là, on parle de performance moyenne annualisée, donc vraiment rien de statistiquement significatif. On voit bien que les présidents démocrates ou républicains n'ont pas d'impact spécifique sur la bourse. Et puisqu'on parle de statistiques, justement, il y a quelque chose à ne pas oublier, c'est qu'on a une élection uniquement tous les 4 ans. Donc si on prend 40 ans de données, on a l'impression que c'est beaucoup, mais en fait on n'a que 10 présidences. Donc ce type de données, c'est en général beaucoup trop faible, enfin disons on n'a pas assez de données pour faire des statistiques valables. Alors l'étude de Vanguard est intéressante parce qu'elle remonte à 1860, mais voilà, quand on voit des études qui sont faites uniquement sur 40, 50, 60 ans, ça ne suffit pas, il faut vraiment remonter beaucoup plus loin que ça, et bien sûr plus on remonte loin, moins c'est significatif parce que même les partis politiques eux-mêmes ont beaucoup changé depuis cette époque. Mais bon, premier point à retenir, il n'y a pas un parti qui est meilleur que l'autre pour les marchés boursiers. Alors le deuxième point, c'est que du côté politique, il n'y a pas que la présidence américaine, il y a aussi le Sénat et la Chambre des représentants. Et Lombardier a par exemple pris 4 scénarios, du moins probable au plus probable, avec leurs impacts sur les actions, les obligations, le dollar et le pétrole. Et si je prends leur scénario le plus probable, donc on a Biden qui est élu, la Chambre des représentants qui est démocrate et le Sénat démocrate, et c'est un scénario qui est négatif pour les actions et le dollar, et positif pour les obligations et neutre pour le pétrole. On peut même étudier les 8 scénarios possibles, comme l'a fait US Bank, sauf que eux se mouillent moins que Lombardier, puisqu'ils ne distinguent que 2 implications pour les marchés, soit c'est positif, soit il y a de la volatilité à court terme. Et donc si je reprends le scénario le plus probable, où les démocrates gagnent tout, ils voient juste de la volatilité à court terme, plutôt qu'une baisse du marché. Alors, autant j'aime bien lire ce genre de papier, autant je trouve qu'ils sont difficilement utilisables. Parce qu'on a vu que, historiquement, on n'a rien pu prouver. On l'a vu avec les 8.4 et 8.2 des calculs de Vanguard. Et ensuite, si on veut bien faire les choses, on va assigner une probabilité à chaque scénario. Et ensuite, chiffrer les implications. Donc je mets des chiffres un peu au hasard. Scénario 1, 5%, scénario 2, 15%, scénario 3, 20%, et enfin le 4, le plus probable, à 60%. Et ensuite, je mets l'estimation de résultats. Donc scénario 1, plus 15% sur les actions, scénario 2, flat, scénario 3, plus 10%, et scénario 4, moins 10%. Et ensuite, je fais un calcul qu'on appelle d'expected return, comme on dit, c'est-à-dire le rendement espéré, et je trouve moins 3%. Alors je pense que vous voyez où je veux en venir. Déjà, je démarre par une estimation de qui va gagner les élections américaines. Et ça, déjà, en soi, il y a une énorme marge d'erreur, d'autant plus grande que, comme vous le savez, il y a le système des grands électeurs aux États-Unis qui fait que c'est une élection qui est beaucoup moins prévisible que les élections directes qu'on voit notamment chez nous en Europe. Et ensuite, je prends donc ces scénarios-là, enfin la probabilité de scénario, et je multiplie par les implications possibles où, à nouveau, j'ai une énorme marge d'erreur. Et je tombe sur un chiffre comme moins 3%. Et vous voyez bien que je ne peux rien faire avec ce moins 3%, je ne vais pas réallouer mon portefeuille ou bien augmenter l'allocation en cash uniquement parce que j'ai trouvé ce chiffre de moins 3%, on ne peut rien en faire et c'est un chiffre qui est très peu significatif. Et là, on a la tête dans le guidon, on regarde que les élections américaines, mais bien sûr, il y a des milliers de facteurs qui chaque jour influencent l'économie et les marchés financiers, et donc de ne regarder qu'un seul facteur comme ça, comme les élections américaines, c'est très dangereux. Il y a beaucoup d'autres facteurs, bien sûr, Covid en tête, qui vont faire bouger les marchés en même temps que cette élection, donc c'est quelque chose pour moi qu'on ne peut pas utiliser. Alors certaines fois, les investisseurs vont un cran plus loin et font des paris sectoriels.
sur des entreprises, par exemple, dans le domaine de la défense, de l'industrie ou du pétrole, qui vont être traditionnellement favorisées par les républicains, ou bien sur les secteurs de la santé ou bien de la grande distribution, qui vont être plutôt favorisés par les démocrates. Mais là, il y a un autre facteur qui se rajoute et dont je n'ai pas encore parlé, c'est à quel point ces scénarios sont déjà joués dans le marché, à quel point ces titres ont déjà été achetés ou vendus en anticipant par exemple une victoire de Biden qui est maintenant bien en tête. Alors un dernier point qui est aussi très joué en ce moment, c'est la volatilité, parce qu'on sait qu'avec les problèmes sur le vote par correspondance, Trump qui potentiellement ne reconnaîtrait pas sa défaite, on a une incertitude qui est plus élevée que d'habitude. Vanguard a fait une étude historique sur le sujet et montre que la volatilité est exactement la même 100 jours avant et 100 jours après l'élection. Alors on trouve d'autres études sur le sujet de la volatilité, notamment celle de BlackRock, qui montre que les années d'élection, la volatilité monte de mois en mois jusqu'en novembre pour finalement se dégonfler en décembre. Donc une analyse qui montre exactement l'inverse de celle de Vanguard. Alors on se doute qu'il y aura encore de l'incertitude dans les semaines à venir, mais c'est très compliqué d'en profiter en tant qu'investisseur. Bref, vous l'avez compris, vouloir utiliser les élections américaines pour booster son portefeuille, c'est très tentant, mais c'est surtout très compliqué et très incertain, même si tous les 4 ans, on se repose les mêmes questions. Ma conclusion, elle est finalement assez simple. L'élection américaine, elle est très importante, on la suit de très près et c'est bien normal, mais elle est surtout très importante politiquement et finalement, elle n'est pas si importante pour votre portefeuille. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de me mettre de potentielles idées de vidéos en commentaire, je les lis toujours. Et moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.